Donc, bonjour, je suis Céline Debrieux-Levrat, donc au département de la Gironde. Donc, nous allons vous faire juste un aperçu de cette mission, de cette expérience, de cette démarche. On peut la nommer comme on le veut, cette expérience Aménageau. Donc on va essayer de vous dresser juste un aperçu, sachant qu'il va y avoir une webconférence du réseau idéal qui aura lieu la semaine prochaine. Pendant 2 heures, on va un peu plus expliquer en quoi consistent toutes les actions et tout le programme d'action de cette cellule d'animation territoriale, parce qu'elle peut être aussi vue comme cela. Donc nos élus, un vice-président qui s'appelle Monsieur Alain Renard, a souhaité depuis les années 2000 s'interroger sur le lien entre l'eau, l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc avec plusieurs outils, tels que des projets européens. Pourquoi ? Parce qu'il trouvait qu'il y avait une complexité quand même de ces thématiques qui sont transversales, qui peuvent s'impacter l'une sur l'autre, et qu'il n'y avait pas forcément de lien, ou en tout cas apparemment oui, mais pas dans les faits. Il y a aussi beaucoup d'acteurs dans la thématique de l'eau qui ont une forte expertise, qui ont, on va dire, un dialecte spécifique, qui n'est pas forcément compréhensible par ceux de l'urbanisme, qui en utilisent tout aussi experts et tout aussi spécifiques. Il y a aussi une difficulté de se retrouver dans la multitude des données sur l'eau, qui sont bien sûr mises à disposition, mais dont il n'est pas forcément facile de savoir exactement quoi en faire. Donc ce département, le département de la Gironde, a souhaité au titre de la solidarité territoriale et de l'équité de traitement de mettre en place une cellule qui allait travailler sur l'eau, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et ceci à disposition des élus, techniciens des collectivités, usagers, syndicats, tous les acteurs qui travaillent sur l'eau en général, toutes thématiques confondues, et l'urbanisme. Donc on va vous faire passer un petit film qui explique la mise en place et ce que c'est que Aménageau. C'est une démarche destinée à améliorer la prise en compte de l'eau dans les projets d'aménagement du territoire girondin. Elle vise à rapprocher les acteurs de l'eau et ceux de la gestion et de l'aménagement des territoires. Parce que le développement du territoire est tributaire de la qualité de la ressource en eau et de sa disponibilité. L'attractivité de notre territoire provoque une augmentation des besoins en eau et en assainissement, qui dépendent directement de l'occupation des sols et des grands projets d'infrastructure. Donc l'eau et les territoires sont interdépendants. La Gironde, un département de terre et d'eau. L'attractivité de notre territoire provoque une augmentation des besoins en eau et en assainissement. Le monde économique peut avoir un impact sur les ressources en eau. Aujourd'hui, la nappe profonde de Gironde est menacée car surexploitée. Or, celle-ci alimente 98% des ménages. La situation géographique du département ainsi que son développement socio-économique l'expose comme jamais aux inondations. Parallèlement, les zones humides régressent. Et le dérèglement climatique vient compliquer la gestion des eaux. D'après l'Agence de l'eau, les menaces d'inondation et de sécheresse risquent de s'aggraver d'ici 30 ans. C'est pourquoi le département de la Gironde, avec l'aide de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, ont décidé d'engager une démarche innovante. Une équipe projet est mise à disposition des élus et techniciens du territoire pour apporter une ingénierie de méthode qui vise 2 objectifs. La prise en compte de l'eau dans la planification et la programmation de l'assainissement et de l'urbanisme et une aide opérationnelle pour le développement de projets concrets.
Donc voilà pour le film concernant l'explication de c'est quoi Aménageo. Donc comment on fonctionne concrètement? Donc on a une équipe projet composée de 2 personnes, voire je dirais de 3. Une personne qui est urbaniste de formation, qui travaille aussi de façon très importante avec l'équipe projet, mais aussi on mobilise les compétences, donc en mode projet, en décloisonnement le plus complet, le plus possible, on va dire, dans une grande collectivité comme la nôtre, de 35 agents du département. On mobilise les compétences de toutes les cellules techniques, CATER-ZH, CATEP, SATES, SATANC, ceux du service inondation, risque, ceux du littoral, ceux du foncier, de l'agriculture, de la coopération territoriale, et j'en passe, et de l'urbanisme bien évidemment. Donc on est vraiment sur de la transversalité auprès de l'extérieur, mais aussi de toutes nos directions qui font de l'aménagement du territoire. Et on s'attache aussi, suivant les thématiques et suivant les études de cas, de la contribution de personnes extérieures, de structures extérieures, des EPTB par exemple, ou des porteurs de SCOT, ou de PLUI, ou d'agences d'urbanisme, pour en citer quelques-uns parmi eux. Donc maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous dresser un panorama de nos actions. Alors, je vais vous présenter quelques exemples concrets qui vont peut-être répondre à des questions que vous êtes posées dans la journée. Tout d'abord, donc, on a un outil de connaissances en fait qu'on a développé. C'est une collecte des études financées par le département sur les questions de l'eau et de l'urbanisme auprès des collectivités du département et des syndicats. Donc, l'objectif, c'est de recenser ces documents, de les mettre en ligne et de permettre aux collectivités de s'en saisir pour capitaliser et éventuellement travailler sur des études plus approfondies. On a donc une deuxième action qui est une action en interne, dans une démarche d'exemplarité de la collectivité. On accompagne nos directions métiers sur leur réalisation et si possible en amont des localisations pour leur permettre d'analyser les enjeux eau sur les futurs emplacements des équipements. Donc, du coup, on les interpelle sur des problématiques liées aux zones humides, aux zones inondables, éventuellement si le PLU est compatible avec le type de projet. Et ça mobilise en fait l'ensemble des agents dont vous a parlé Céline par rapport à leur expertise. On a une troisième action qui vise là plutôt à faire se rencontrer les acteurs de l'eau et les acteurs de l'urbanisme suivant des thématiques bien précises. D'abord en interne, toujours au sein du département. On appelle ça en fait des éléments de langage. En fait, c'est croiser des vocabulaires et des visions. Actuellement, on travaille sur plusieurs thématiques, donc l'eau, les zones humides et l'urbanisme, les permis de protection de captage et l'urbanisme, l'ANC et l'urbanisme, et à venir donc l'inondation et les problématiques d'eau pluviale et l'urbanisme. On a également donc des actions plus tournées en fait vers l'extérieur, notamment donc ça c'est un peu une action phare de la mission Aménageo. On accompagne donc les collectivités qui se lancent dans la rédaction de PLUI sur des volets eau. Pour cela en fait on a un soutien de l'agence de l'eau au niveau financier sur ces volets eau. Et ça nous permet en fait d'accompagner les collectivités tout au long du processus du PLUI et donc d'avoir une réelle prise en compte en fait de la problématique eau jusqu'à la finalisation du document de planification. On accompagne aussi, ça on en a parlé ce matin, on travaille en fait sur la transposition des orientations et des préconisations des sages dans le cadre donc des documents d'urbanisme. En clair, on réécrit et on retranscrit en fait les orientations des sages qui peuvent s'inscrire donc dans les documents d'urbanisme. On le fait donc avec les animateurs sages et l'objectif c'est d'avoir en fait des guides de rédaction pour à la fois les cabinets d'études qui vont travailler sur les PLU ou les PLUI, mais aussi les élus. Et donc ce guide de rédaction, pour l'instant, il est sous format, on va dire, bureautique, et donc on souhaite faire en sorte qu'il soit donc accessible aussi sur Internet, de façon à ce que, par des copier-coller et puis une rédaction après appropriée, elle puisse être réutilisée par les porteurs de projets. Enfin, on a lancé donc cette année une étude sur la résilience en fait aux inondations,
pour les territoires urbains, pour les paysages naturels et puis pour l'agriculture, sur un périmètre bien déterminé, hein, qui est donc la Dordogne girondine, qui est donc classée biosphère au niveau de l'UNESCO. Et donc l'idée, c'est aussi de voir comment en fait des espaces peuvent être résilients aux inondations et aussi peut-être reproduire une méthodologie à l'échelle du département. Donc ça, c'était pour les actions. On a donc dans le cadre du rapprochement en fait du monde urbain avec le monde de la problématique eau, fait un séminaire l'année dernière au mois de mars. D'ailleurs, vous avez je ne sais pas s'il en reste quelques-uns, hein, vous avez les actes qui sont posés là sur la table. Donc l'objectif, c'était de réunir, donc, comme ici, hein, des acteurs de mondes différents pour discuter et échanger sur des sujets. On a eu je reviendrai sur les ateliers, on a eu donc à peu près 200 personnes de présentes et une très grande diversité aussi des profils, c'était ce qu'on cherchait. Et on les a fait travailler en fait sur des ateliers dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les éléments de langage pour confronter aussi les idées. Et dedans, il y avait aussi des élus parce que un de nos objectifs, c'est vraiment que les élus s'approprient tous les documents que l'on élabore. Voilà, sur en fait la transversalité. Donc par rapport, je vais arriver dans la conclusion, je pense qu'on doit tenir à peu près les délais. Donc par rapport à ce que l'on pourrait appeler des vecteurs de réussite d'aménagement, je vais vous donner quelques petits retours d'expérience qui peuvent peut-être faire émerger des petites questions, en tout cas des idées à appliquer sur vos territoires. Donc déjà, il n'est pas marqué, mais je vais le citer. Déjà, c'est important d'avoir un soutien financier et technique, par exemple de son agence de l'eau, donc l'agence de l'eau à Dour-Garonne, qui nous a fait confiance dans le lancement de cette expérience-là et qui poursuit justement sa confiance en continuant à financer cette expérience. Donc déjà, c'est bien d'avoir, et c'est très important d'avoir ce soutien-là. L'autre chose importante, c'est déjà de se rencontrer, ce que vous êtes bien en train de faire, se rencontrer pour s'identifier. C'est le premier pas pour commencer à travailler ensemble. Ensuite, il y a tout un travail de capitalisation de la donnée pour pouvoir la diffuser, donner l'information d'ailleurs strictement nécessaire et utile au niveau de l'eau quand on travaille derrière dans un document d'urbanisme. C'est être aussi ce que notre élu appelle en fait des veilleurs de l'eau. Alors, veilleurs de l'eau, c'est par exemple pour aider à des changements de pratiques. Je vais vous dire quelque chose que vous allez trouver simple, mais je crois que c'est revenu quand même assez souvent dans les débats, dans les questions et dans les réponses qui ont pu être données. Quelque chose que l'on fait dans Aménageo, c'est de regarder dans des réunions qui nous semblent stratégiques et qui traitent de la question de l'eau, je vais vous citer un exemple tout à l'heure, pour voir si les bons acteurs de l'eau, s'il s'agit de réunions faites par un acteur de l'urbanisme, sont bien conviés et sont présents. Ils sont donc associés. Par exemple, tout dernièrement, il y avait une réunion zone humide urbaniste faite par un porteur d'un SCOT. On s'est aperçu dans les diffusions qu'il n'y avait pas les services de l'État et qu'il manquait 2 EPTB sur 3 à l'appel. Donc on l'a notamment indiqué au porteur de SCOT qui a de suite fait les invitations. Il s'avérait que c'était un petit peu juste pour qu'il puisse être présent, mais la liaison est faite. De la même façon, on tend à informer le plus systématiquement possible lorsqu'il y a une révision ou une modification dans le PLU, et je fais attention à utiliser vraiment ce vocabulaire-là, je ne parle pas des révisions ou des élaborations. Quand il y a donc une modification d'un PLU, on alerte l'acteur de l'eau qui pourrait être impacté, le syndicat d'eau ou d'assainissement, si par exemple on a une modification d'une zone qui va être ouverte à urbanisation. Donc ça c'est réflexes, ces habitudes, on essaie de les instaurer dans le temps et de les renouveler pour qu'après elles deviennent, on va dire, naturelles. Permettre aussi de situer la décision dans un contexte local et global en essayant de faire sortir les acteurs de leur posture de départ. Donc par exemple aussi, un exemple, on a travaillé sur l'ANC et l'urbanisme, où il y avait donc une doctrine des services de l'État sur la façon dont le rejet doit se faire dans un cours d'eau qui doit être donc permanent ou pérenne, si on doit utiliser vraiment le bon terme. Ça tenait à une position plutôt, on va dire, d'origine sanitaire pour éviter la stagnation des eaux usées dans un fossé, par exemple.
Et en fait, donc on est arrivé vers les services de l'État en leur expliquant que par rapport à la réalité du terrain et par rapport à la thématique et aux problématiques que les urbanistes auxquels ils sont confrontés, que cette position-là, finalement, n'avait pas de réalité et que, de toute manière, sur le terrain, ça se faisait déjà. C'est-à-dire qu'on se retrouve bien avec des rejets d'ANC qui sont jetés dans des fossés. D'où l'utilité peut-être de la doctrine, une révision éventuelle. On a travaillé sur ce changement de posture. Vous en citez un autre encore tout dernièrement. Quand on travaille sur les périmètres de protection de captage et qu'on les travaille finement, notamment les éloigner et les rapprocher, et qu'on lit vraiment la prescription et qu'on se dit comment on la met en place derrière et surtout comment on la suit pour vérifier qu'elle est bien suivie puisqu'elle est dans un arrêté du préfet. Et qu'on s'aperçoit quand même en la lisant bien que le qui fait quoi est peut-être pas très précis, voire que finalement la prescription elle n'est pas si appliquée que ça, ou elle est peut-être inapplicable. Donc ce genre de réflexion et travailler avec les services de l'État qui pour le coup sont peut-être amenés à avoir un autre regard et une autre vision par rapport à ce qui peut être fait pour que ça soit plus efficace derrière et vraiment opérant. Donc on travaille aussi bien sûr à la mise en communication des acteurs entre eux, pour ne pas oublier par exemple les clés qui, notamment en Gironde, sont maintenant de plus en plus associés parce que le département, en tant que personne publique associée au titre du Code de l'urbanisme, veille à chaque contribution dès le démarrage de chaque document d'urbanisme à lister l'ensemble des structures porteuses de chaque SAGE pour qu'elles soient associées dès le départ. On essaie d'être très cohérent sur nos propres projets, à savoir au niveau de la maîtrise d'ouvrage départementale. On travaille directement à la source, à savoir sur le positionnement de nos projets, de nos bâtiments, leur implantation à la base, pour vraiment travailler sur l'évitement dès le début. On essaie aussi bien sûr toujours d'être innovant, d'être très créatif. C'est une expérience avec des actions, vous en a listé certaines, on s'aperçoit que certaines ne fonctionnent pas ou qu'on doit les revoir, donc on les fait bouger dans le temps. On essaie de diffuser des messages simples, accessibles, appropriés le plus possible, c'est-à-dire que si aussi je fais un petit retour d'expérience, il y a souvent de l'incompréhension parce que chaque acteur va parler avec son vocabulaire et son expertise spécifique. Et donc, on travaille vraiment à ce qu'il y ait un vocabulaire partagé. Par exemple, quand un hydrogéologue parle du stage nappe profonde de Gironde, ce n'est pas forcément très audible à un porteur d'un SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise et ne comprend pas forcément en quoi son objectif de son SCOT peut-être être carrément aux antipodes du stage nappe profonde et être en incompatibilité complète avec. Par exemple, j'utilise le mot haïtien puisque c'est un rapport de compatibilité entre un SAGE et un SCOT. Et on essaie aussi de valoriser l'expertise terrain parce que justement, les acteurs de terrain, je vous en ai cité certains, je vais en citer un autre, un syndicat de rivière, a une information spécifique et précise qui peut faire remonter et on fait en sorte de la valoriser, de se l'approprier pour pouvoir derrière l'aider à bien la retranscrire dans les documents d'urbanisme ou les opérations d'aménagement. En termes de conclusion, on essaie vraiment de comprendre le plus possible les postulats de départ et ce qu'est l'expression derrière du territoire. Vous l'aurez compris, on travaille beaucoup sur la planification. On a trouvé que c'était déjà une première porte d'entrée et petit à petit, on travaille de plus en plus sur une déclinaison de l'urbanisme opérationnel pour aller sur la phase projet. Mais on le fait d'abord déjà sur nos propres ouvrages départementaux. On commence par là. De tout ce travail d'aménagement, ça fait 4 ans que cette expérience est lancée. Elle se poursuit encore au moins 2 ans, voire plus. Nos élus, en tout cas, en auraient le souhait. Viennent vraiment enrichir la politique de notre collectivité. Il est à noter qu'on est une petite structure finalement, puisqu'on travaille en transversalité et finalement en mode décloisonné. Mais on souhaite vraiment qu'elle le reste, nos élus le souhaitent, parce que l'idée c'est qu'au final on crée des habitudes et qu'à la fin on disparaisse finalement dans le paysage parce que les habitudes vont s'être créées. On est des facilitateurs, des veilleurs de l'eau quelque part. Donc si vous avez des questions, on se tient à votre disposition. Je crois qu'il n'y a pas de temps prévu par rapport aux questions, puisqu'on est programmé en fin de journée. Donc on se tient à votre disposition, bien sûr. Si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait nous contacter. Voilà, merci beaucoup.